je vais enregistrer ça. Ok, donc on avait vu les expressions en C, donc si vous vous rappelez, on avait fait des, bon, ça c'est un sort de récapitulatif. Donc on avait fait des évaluations des différents exercices pour voir quel type et quel résultat numérique il nous donnait dans des différents exercices. Ça, par rapport aux expressions arithmétiques, on l'a déjà fait. Donc j'espère que ça c'est plus ou moins clair. Je n'ai pas monté encore les vidéos sur YouTube, mais je vais les rendre normalement, je vais les faire le plus rapidement possible. Je vais les mettre sur YouTube et sur les sites des cours en Eureka. Si vous avez des questions, bon, si vous avez des... Ouais, vous pouvez toujours les regarder. Aujourd'hui, pour finir CTD, on va voir pas les expressions arithmétiques, mais les expressions booléennes et les opérations binaires. Donc d'abord, on va commencer à voir les opérations binaires. Ces genres d'opérateurs travaillent au niveau des bits. C'est-à-dire, c'est différent par exemple si on met un et commercial comme celle-là que je viens de vous mettre en Discord, ou si on met 2. Si on met 2, ça fait référence à et logique en termes d'expression booléenne. C'est-à-dire, si ça c'est vrai et ça c'est vrai, bon, on fait telle chose. Donc, si on a deux et commerciales, ça on va les voir plus tard, ça fait référence à l'expression booléenne. Par contre, si on a qu'une seule, ça va faire une opération au niveau des bits. Et ça, c'est un et logique bit par bit. C'est-à-dire, si par exemple on a 3, comme vous pouvez voir ici, et on a 5, et on fait une opération et commerciale entre 3 et 5, 3, on peut un binaire, on peut les changer pour ces... Bon, ça c'est la valeur binaire des 3, on est d'accord? Et ça, c'est la valeur binaire des 5. Ce qu'on va faire, en fait, c'est de faire un et logique entre les différents bits. Donc, dans la position des poids faibles, les bits des poids faibles, c'est 1 et 1, ça va nous donner 1. 1 et 0, dans la deuxième position, ça va nous donner 0. 0 et 1, ça va nous donner 0. Et 0 et 0, ça va nous donner 0. Donc, l'opération logique 3 et 5, les résultats, ça sera 1. D'accord? J'espère, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à m'interrompre, à me demander si ce n'est pas clair, mais sinon, c'est simplement une opération au niveau des bits entre des chiffres. L'équivalente, mais les OU logiques, donc la porte OU, ça s'est fait avec un seul pipeline et pas avec deux. Avec deux, ça sera pour l'opération booléen OU. Ici, on travaille au niveau des bits. Donc, si on fait 3 ou 5, on va faire l'U logique entre 3, que c'est cette valeur en binaire, et 5, que c'est cette valeur en binaire. Et ça va nous donner 7. Donc, ça par rapport à l'U logique. Les chapeaux chinois, bon, les circonflexes, je pense que ça s'appelle circonflexe correctement en français, si je ne me trompe pas. Ça fait référence à la porte XOR, donc exclusive OR, c'est-à-dire on va mettre à 1. Les tableaux logiques, c'est que si on a un de deux bits, c'est 1 et l'autre est 0, on va mettre les bits à 1. Mais par contre, si on a des 1 ou des 0, on va mettre les bits à 0. Par exemple, 1 ici et 1 ici, ça va faire un 0. Par contre, un 1 ici et un 0 ici, ça va faire un 1. Donc, vous connaissez la porte XOR. Et ça, c'est l'opération au niveau des bits. Donc, du coup, si on fait 3 XOR 5, on doit faire les comptes comme ça, et ça va nous donner 6. Puis, on a aussi l'opérateur négation logique. Donc, ça, c'est les compléments à 1, en fait. Pas les compléments à 2, mais les compléments à 1. Donc, on va changer, en gros, les 0 par des 1 et les 1 par des 0. Donc, si on fait, par rapport à ces 4 bits, si on fait la négation logique des 3, ça va nous donner 12. Et puis, on a les décalages. Les décalages servent à bouger. Donc, on va les faire avec les signes supérieur, supérieur ou inférieur, inférieur. Et ça va faire décaler la valeur en bit à gauche ou à droite. Par exemple, d'une position, des deux positions, ça c'est la valeur qu'on met ici. Donc, par exemple, si 3, on les décale d'une fois à droite,
ça va, donc imaginez-vous, on est 3, on va décaler tous ces bits à droite d'une seule position, ça va nous donner 1. On peut les voir en binaire plus clair que les résultats. Donc si en gros, si on fait l'opération 3, décalage à droite de 1, ça va nous donner 1. Si on fait le décalage à gauche, bon, on fait l'opération inverse. On va bouger les bits à gauche de tant des chiffres qu'on a ici. Par exemple, on a 1. Donc si on fait le décalage à gauche des 3 une fois, ça va nous donner 6. Bon, il faut faire attention aussi au typage parce que par exemple ici, bon, je l'ai mis à 4 et 8, mais normalement ça sera des... Si on met 3 et 5, ça sera entier et entier. Donc ça peut changer un peu les choses. Mais on va faire maintenant les exercices. Jusque maintenant, c'est clair, les opérations binaires? Oui, Ça va, ok. Donc, on va commencer par exemple pour faire l'opération de décalage des 0x1 des 8 bits à gauche. Donc, ça va nous donner, vous allez le voir, 256. Et ça sera des types, bon, unsigned int en fait. J'ai mis entier, mais ça va être unsigned int. Donc, d'abord, on prend, ça sera un unsigned int parce que c'est hexadécimal. Donc, on doit mettre 32 bits et 1, évidemment, c'est 1. Donc, c'est cette valeur-là. Ensuite, si on veut faire le décalage à gauche des 8 bits, on va devoir décaler 7 bits des 8 positions vers la gauche. Donc, on obtient cette valeur-là. Et cette valeur-là, c'est bien 256. Donc, c'est 1. Alors, ça sera les bits des 1, les bits des 2, les bits des 4, 8, 16, 32, 64, 128 et 256. Donc, on est d'accord que ça nous donne 256. Je me suis trompé ici. Ce n'est pas int. C'est en fait un unsigned int. Mais bon, ce n'est pas si grave. Maintenant, on a la même opération, comme vous pouvez voir ici. Sauf qu'après, on va faire un casting à char. Donc, juste après avoir fait l'opération. Donc, d'abord, on a les résultats pareils. On fait les décalages. Mais après, un char, ce qu'il va faire, c'est un char, c'est sur un octet. Donc, on va prendre les premiers octets, en fait. Et ce qu'on fait, en fait, c'est d'obtenir un char. Et les résultats, ça sera 0. Donc, les résultats de cette opération, ça sera 0 char. Puis, on a cette autre opération. Pour savoir, bon, ça, ici, encore une fois, je me trompe. Ce n'est pas int, c'est unsigned int. Et les résultats de cette opération, ça sera unsigned int. Donc, si vous vous rendez compte, ce qu'on va faire, c'est de décaler d'abord. Alors, Clément, il est en train de probablement poser une petite question. Ok. Donc, donc, Clément, il vient d'arriver. D'accord. Et Logan. Et Logan vient de dire, bon, ça c'est l'opération 1000 ou des 254. Ok, Lucas, vous n'avez pas bien compris. D'accord. Vous n'avez pas trop bien compris cette opération-là? Ou l'intérieur? On recommence avec celle-là? Vous pouvez mettre votre micro. Ok. Donc 0x1. Ok. Si on met 0x, on avait vu la semaine dernière, je ne sais pas si vous êtes présente ou pas, mais bon, 0x1, ça c'est l'équivalent. Bon, ça, toujours quand ça c'est un hexadécimal. 0x indique qu'on met un chiffre en hexadécimal.
Et toujours quand on a un C, un chiffre hexadécimal, les typages par défaut, ça va être, je vais le mettre par ici, unsigned int. Donc on connaît déjà les types de l'expression par défaut. Donc, et après, 1 en hexadécimal, si je vous demande combien ça fait 1 en hexadécimal, passez cette expression en binaire. Est-ce que vous pouvez le faire, Lucas? C'est 1 à gauche, c'est un hexadécimal en fait. D'accord, on est d'accord. Ça, c'est 4 sur 4 bits, ça sera 0, 0, 0, 1. Mais comme on est d'accord, donc c'est bien ça. Sauf que on a dit que ça, c'est un unsigned int. Et un unsigned int, c'est sur 32 bits. Ok. Donc, ces parties-là, c'est bien les mêmes résultats que vous avez mis, sauf que sont des 32 bits. Donc, au lieu de mettre 4 comme vous l'avez mis, on va mettre 32. Et puis l'opération suivante, c'est de faire un décalage de ces bits à gauche. Ok, ok, bon, c'est ça. Ici, bon, c'est 1. Si on met 2, par exemple, 2 en hexadécimal, ça fera, on est d'accord, à peu près ça, un binaire. Et bon, comme ça. Donc, puis on fait le décalage. Et bon, vous disiez que vous avez bien compris ça. Une fois qu'on fait le décalage, j'espère que ça soit clair. Donc, ça nous donne en gros 256. Bon, pour ça, je continue. Bon, je pense que Logan, il avait commencé à donner une réponse. Donc, par rapport, qu'est-ce qu'on fait ici dans cette opération? D'abord, on va faire, bon, on va savoir que ça c'est la chiffre, un unsigned int, je me suis trompé, donc pas d'int ici, unsigned int. Donc ça sera le même résultat qu'on vient de voir avec Lucas. 0, 0, 0, 0, donc 31, 0 et à la fin, 1 an. Ça fait référence à ça. Et sur ça, on va faire un décalage vers la gauche des 4 positions, des 4 bits. À les résultats qu'on obtient d'ici, on va caster, on va faire un transtypage à short. Oui. Donc, je pense que c'est correct. C'est que Logan vient d'écrire. On va aller voir. Donc, on fait un décalage à gauche et puis on fait un short. Du coup, on va couper. Short, c'est sur 16 bits. Donc, on va couper sur 16 bits. Et à ces résultats, à ce qu'on obtient ici, on va faire avec ça, c'est un entier. 254, c'est un entier. Donc, on va faire un OU, une opération OU binaire avec les 254. Et les résultats, du coup, ça sera des types entiers. Et on verra qu'est-ce que ça nous donne. D'abord, pour les 1, si on les met comme ça va faire 32 bits. Et à la fin, un an. Si on fait un décalage des 4 à gauche, c'est bon. On prend 7 bits et on va les décaler de 1, 2, 3, 4 fois. Donc, on obtient cette valeur-là. Et cette valeur-là, on est d'accord que c'est 16. N'est-ce pas? Mais puis, on fait un short, donc un transtypage à short. C'est-à-dire, on prend les 16 bits de la partie faible. En tout cas, c'est pareil. Donc, c'est 16 en entier et ici, c'est 16 en short. Mais sinon, les résultats ne changent pas. Et finalement, on prend des 154 et on fait un OU entre ces 16 bits et ces 32 bits. Si on fait l'opération OU, et l'OU, comme vous savez, ça va faire toujours une opération entre, bon, 0 et 0, ça va nous donner 0, mais si on a un 1 ou 2 ans, ça va nous donner 1. Du coup, les résultats, c'est exactement ce que Logan, il vient de mettre. C'est cet chiffre-là. Et puis, pour savoir combien ça vaut, bon, il faut faire la multiplication, savoir que ça c'est 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 plus 128. Effectivement, ça fait 254 entiers. Donc, les résultats de cette opération, c'est 254. Voilà. Après,
comme je vais mettre les vidéos sur la plateforme Eureka, vous pouvez voir tout ça plus doucement ou bon, même me demander si il y a quelque chose qui ne marche pas. Ok, voici une autre opération. Maintenant, ce qu'on a, c'est un unsigned int. Donc, ça fait 0x. Donc, 32 bits, ça sont tous les 32 bits à 1 en fait. Donc, tout c'est FF. Chaque octet c'est FF en hexadécimal, c'est-à-dire qu'il n'y a que des ans. Donc, on a 32 bits des ans. Et on va faire l'opération XOR avec 200. Et puis ensuite, on va ajouter un an. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? D'abord, ça c'est un entier, ça c'est un unsigned int, parce que c'est hexadécimal. Les résultats d'ajouter un entier avec un unsigned int, ça sera un entier. Et puis, on va ajouter encore un entier, donc ça va nous donner un résultat que c'est un entier. Donc, 200, on peut les transformer en binaire, et ça nous donne cette valeur-là. Cette partie unsigned int, ça sera cette valeur-là. Monsieur, Oui, est-ce que ce sera à nous de transformer les 200 en binaire chaque fois dans les exercices ou pas? oui, effectivement. D'accord. Parfois, il y a des opérations que vous pouvez les calculer mentalement. Il ne faut pas les faire, voyez-vous, mettre par exemple, si je vous dis décaler 1, donc si je mets décaler 1, ça par exemple, je pense que la plupart n'aura pas besoin de faire cette opération, de la transformer en binaire, parce que ça va nous donner clairement 2. D'accord? Donc on va décaler des coups 0, 0, quelque chose comme ça. On va les décaler des 1 vers la gauche. Donc ça va nous donner cette autre valeur à droite, après les décalages. Et du coup, ça nous donne 2. Mais si ça devient un petit peu plus complexe, oui, il faudrait les transformer en binaire. Donc, ok, on a 200 en binaire, on a cet unsigned int en binaire, et on va faire l'opération XOR. L'opération XOR, c'est si on a un an et un 0, ça va nous donner 1. Par contre, si on a un an et un an, ça va nous donner 0. Et si on a ce n'est pas le cas. Parce qu'on a 2 0. Si on a 2 0, on va avoir un 0 aussi. Du coup, ça va nous donner 7 chiffres-là. D'accord? Après avoir fait les XOR entre ces deux valeurs, ça va nous donner cette valeur-là. Alors, après, on ajoute plus 1. Donc, à cette valeur-là, on ajoute plus 1. Et c'est une opération d'addition binaire normale. Donc, 1 plus 1, ça va faire 0. Et on rapporte 1 ici, qu'on ajoute. Et ça va rapporter encore un 1. Donc, ça nous donne cette valeur-là. Ok. Ici, pour moi, en principe, sauf qu'indiquer qu'il faut retourner la valeur en décimale, pour moi, c'est bien de donner une valeur en hexadécimal, c'est un chiffre correct, tout à fait, donc il ne faut pas aller plus loin. Mais on peut également vous demander de donner les résultats en décimal de cette valeur-là. Si c'est le cas, il faut transformer ça en décimal. Je ne sais pas si quelqu'un il peut me dire comment on peut transformer cette valeur plutôt que les faire. Comment est-ce qu'on peut transformer cette valeur en quel type d'information on a déjà sur ce chiffre-là pour la transformer en décimal. Non? Bon, l'information qu'on a, en gros, c'est que, oui, l'information qu'on a par rapport à cette valeur-là, c'est que les bits des poids forts, on avait vu que ça c'est un entier, ce qu'on va obtenir ici. Donc, cette valeur-là, c'est un entier. Et cette valeur en entier, les bits des poids forts, c'est 1. Donc, du coup, c'est une valeur négative. Donc, ça, on peut le savoir. Et pour obtenir la valeur absolue
d'un chiffre négatif, il faut faire les compléments à 2. Donc, si on fait les compléments à 2, on va obtenir la valeur absolue. Donc, on fait, vous savez, les compléments à 2 de ce chiffre-là. Et ça va nous donner 200. Mais 200 en valeur absolue. Parce que c'est négatif. Donc, du coup, ça nous donne, cette expression-là renvoie moins 200 des types entiers. Ce n'est pas intuitif, on est d'accord, mais on peut y arriver. J'espère qu'on n'est pas si méchant de vous mettre une opération comme celle-là, parce que ça peut... Bon. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir comment faire ça. Ok, bon. Personne ne dit rien, donc j'entends que vous comprenez. J'ai quelque chose à dire, s'il vous plaît, monsieur. Oui, Steve. Là, le passage de l'unsigned int en binaire, en fait, les trois dernières étapes. Comment on a trouvé le 37 et juste avant le 37? Ok, je vais les refaire rapidement, d'accord? D'accord. Donc, la première chose que je vous recommande de faire, en fait, je ne l'ai pas dit explicitement, c'est de faire une sorte d'arbre comme celle-là que je vous montre. Savoir dans quel ordre les opérations vont se faire et quel typage à chaque opération, d'accord? Sans faire les opérations. Donc, l'arborescente ici, ça va nous dire, ok, ça c'est cette valeur-là, c'est un unsigned int parce que c'est un hexadécimal. Ça, c'est un entier. Ici, on a un entier aussi. Donc, si on fait une opération entier unsigned int, ça nous donne un entier. Et puis, on va ajouter un entier plus entier, ça nous donne un entier. Donc, on connaît bien que les résultats, il va être des types entiers. Ça, c'est quelque chose qu'on peut anticiper, en fait. Puis, on va aller changer dans chaque opération la valeur en binaire. Dans ces cas, parce qu'il nous faut, parce que si par exemple, imaginez-vous qu'au lieu d'avoir 200 XOR machin, on a 3 plus 3. Bon, il ne faut pas les transformer en binaire, on est d'accord. 3 plus 3, ça va être entier plus entier. 3 plus 3, ça va faire 6 et il ne faut pas faire l'opération en binaire. Ici, il faut la faire parce que sinon, difficilement, on va faire une opération entre quelque chose exprimé en décimal et quelque chose exprimé en hexadécimal. Donc, ça, c'est la partie, ça, je pense que vous l'avez bien compris, Steve. Donc, 200 en binaire, c'est cette valeur-là. Cette valeur en signed int en binaire, c'est cette valeur-là. Si on fait les XOR, donc, on a vu que ça nous donne cette valeur-là. Donc, je pense que je ne sais pas si ça vous pose des problèmes, Steve, cette opération. Monsieur, pour trouver le 200, je sais comment on fait, on peut passer par les divisions successives. Oui, Mais pour le passage de l'unsigned int en décimal, là, c'est ce que j'arrive pas à voir. donc, comment est-ce qu'on passe de ici à ici? Exactement. Alors, ça, par exemple, ok, on va le faire avec un seul octet, d'accord? Donc, je vais mettre à gauche sur Discord. Alors, un petit seconde, je vais mettre ça ici. Je vais mettre à gauche la valeur en hexadécimal et à droite la valeur en binaire, d'accord? Donc 0,1, on est d'accord que 0,1 en hexadécimal, ça fait 0,001 en binaire, n'est-ce pas? Si on met 0,2 en hexadécimal, donc pour bien dire que c'est hexadécimal, on va les faire comme ça. Alors, on est d'accord que 2 en hexadécimal, ça va faire cette valeur en binaire, n'est-ce pas? Steve? Oui, monsieur, je vous écoute. Mais ça c'est clair, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc si je mets 0x 0,9, ça va faire un binaire. Alors ça sera 8 plus 1. Donc on est d'accord que ça c'est 9 en hexadécimal, c'est cette valeur-là en binaire. Oui. Ok. Et maintenant, si je mets 0x0a, ça va être
tac, si je ne me trompe pas, si je me trompe, ouais, je pense que... Donc, si je mets A en hexadécimal, ça va faire cette valeur-là. Oui, c'est ça. C'est ça, non? Et si je mets 0x, 0f, la f, ça va faire cette valeur-là. On est d'accord? Oui, monsieur. D'accord. Et si je mets 0x, ff, ça va faire... Ça va faire cette valeur-là. Parce que maintenant... D'accord. D'accord? D'accord, monsieur. C'est bon, merci. C'est bon? Ok. Donc, c'est simplement qu'on n'a plus d'f. Et comme on n'a plus d'f, bon, c'est... Alors, un petit seconde. Oui, c'est simplement ça. Que, comme on n'a plus d'f, on obtient une valeur plus longue. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est l'opération XOR. Et du coup, on obtient cette chiffre-là. Pour traduire des binaires en hexadécimal, c'est assez simple aussi. Donc, on prend, pour ces 7, là, on prend les bits de 4 en 4. Donc, ces 4 bits, ils font 7. On les met ici. Les 4 bits suivants, ils font 3. Et on les met ici. Les 4 suivants, ils font F, 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 F. Et c'est comme ça qu'on peut passer rapidement en prenant les bits de 4 en 4 des binaires en hexadécimal. Et à l'inverse, c'est pareil. Chaque chiffre hexadécimal, on la traduit vers 4 bits et ça fonctionne. Donc, bon, cette opération XOR, puis l'opération où on ajoute 1, et que ça nous donne cette valeur-là, que c'est 38. Et puis, c'est ça qu'on a fait à la fin, c'est d'essayer de traduire cette valeur en hexadécimal en décimal. Et pour ça, comme on avait bien un entier, ça sera différent d'avoir un unsigned int. Un unsigned int, il n'y a pas de possibilité d'avoir une valeur négative. Mais si on a un entier, on doit toujours regarder les bits des poids forts. Et si c'est une valeur négative, il faut savoir que bon, il faut faire les compléments à 2 pour obtenir la valeur absolue. Et ça nous donne, cette valeur absolue, ça nous donne 200. Et comme c'est négatif, c'est moins de 200 des types entiers. Ok. Maintenant, un petit... bon, cette expression, on va faire pas une expression, mais des expressions pour voir que le décalage, c'est arithmétique. Et vous allez voir qu'est-ce que ça signifie. Donc ici, on a moins 1. Ici, on a 0x, f, 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 etc. On est d'accord que ça, c'est un unsigned int, n'est-ce pas? Parce que c'est un hexadécimal. Et ça, c'est un entier. Donc, les résultats ici, ça sera un entier. Et les résultats ici, ça sera un unsigned int. Après, décaler de 5 cette valeur. Donc, si vous transformez moins 100 en binaire, bon, en hexadécimal, vous allez voir que ça vous donne l'équivalent à cette valeur-là. Donc, tous les deux sont pareils, sauf que ça, c'est des types entiers. Et celle-là, c'est des types unsigned int. Donc, après faire les décalages pour un unsigned int, on va mettre des zéros. Décalage à droite. Donc, on va décaler des 5 positions tous les bits. Et on va remplir avec des zéros la partie à gauche. Par contre, ici, le décalage est arithmétique. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on garde les vides des signes. Et les vides des signes, c'est celle des poids forts. Et du coup, on ne va pas remplir avec des zéros, on va remplir avec des 1. Donc, il faut faire attention à ça. Si on a un chiffre négatif, d'accord, et on fait un décalage à droite, c'est quelque chose de très particulier, d'accord? Mais ça peut arriver de faire à moins 200, par exemple, décalage à droite. Donc, il faut savoir que le décalage est arithmétique. Et comme moins 200, les bits des poids forts, il va être 1. Si on fait le décalage à droite, on va ajouter des 1 lorsqu'on décale. Bon, sinon, ce n'est pas un exercice très difficile. C'est bon, d'avoir cette petite connaissance que le décalage est toujours arithmétique et il faut faire attention si on a un chiffre négatif ou positif. Ok, avec ça, on finit avec les exercices, bon, les expressions binaires.
Et maintenant, on va continuer avec les expressions logiques. Ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple pour vous, je pense. Donc, on a des opérateurs logiques. Ça, c'est E. À différence de l'opérateur binaire, ça c'est par exemple ce qu'on utilise dans un if ou un while. Donc, c'est une expression qui va réenvoyer un booléen, vrai ou faux. Sauf qu'il faut savoir, et je vais vous copier ça ici en Discord, qu'en C, faux, quelque chose que c'est faux, c'est codé comme un 0. Il n'y a pas, en Java, vous savez, il y a les opérateurs booléens, true, false. On a un type booléen. En C, il n'y a pas de type booléen. Et en faux, on va les coder comme un entier de valeur 0. Et vrai, normalement, ça va être un an, mais parfois, il peut être, donc normalement, ça sera les 1, mais il peut être une autre chiffre, des 3, 4. Donc, si on va faire l'évaluation d'une expression logique, et c'est faux, ça va nous retourner un 0 qu'on peut traiter pour la suite. Et si c'est vrai, ça va nous retourner normalement un an, mais parfois ça peut être 2, 3, 4, on va voir comment ça marche. Et ça signifie vrai. Donc les opérateurs qu'on va voir, c'est les et, ou, not, donc not égale différente à. Donc ces notes, il fait l'inversion. Donc si on obtient vrai, on va les transformer en faux. Et si on obtient faux, on va les transformer en vrai. Égal, différente à, supérieur ou égal, inférieur ou égal, supérieur, inférieur. Et il faut faire attention parce qu'en C, l'opérateur d'affectation, on peut l'utiliser dans une expression logique. En Java, ça, si je ne me trompe pas, ça, on peut le faire aussi. Ouais, on peut le faire aussi, je pense. Et ouais, il faudrait les voir. Bon, mais ici, donc, ces deux expressions, x égale à 2 et x on affecte x par un 2. Tous les deux, on peut les mettre en tant que, bon, dans un if, dans un while, comme une condition. Mais la signification, c'est complètement différent, comme vous pouvez voir. La première, on va tester si x c'est égal à 2. Et la deuxième, on va affecter l'ex avec un 2. Donc, après les résultats de l'opération, ce qu'il va passer, c'est que x, il va devenir 2. Et du coup, en termes logiques, ça va être vrai. Parce que cette expression, il va retourner la valeur 2. Je viens de les modifier. Donc, ça sont les types des opérations qu'on va voir. Donc, allez-y, on va faire ça relativement vite. Je suis sûr que ça ne va vous poser des questions. Donc, on va s'imaginer, bon, ça, je ne mets que l'expression logique. Vous pouvez vous imaginer l'expression dans un if, par exemple, d'accord? If, machin, Mais on ne met que l'expression. On va voir quelle valeur il renvoie chacun de ces expressions. Et on va s'imaginer que toujours, pour chaque expression, la valeur x, elle est initialisée à 3. D'accord? Donc, la première expression, est-ce que ça c'est vrai ou ça c'est faux à votre avis? X moins 1 égale à 2. Je dirais qu'elle est vraie. C'est vrai. C'est vrai. Et du coup, ça va retourner quoi en C? En Java, ça sera Un booléen 1, une valeur à 1. un valeur 1. Exactement. C'est un 1, mais il faut faire attention. C'est booléen en tant qu'on traite ça avec un if, while, etc. Mais sinon, ça va être directement un. On pourrait éventuellement faire quelque chose comme int. Je vais le mettre par ici. Int a. Donc variable a. X moins 100 égale à 2. Donc, cette expression que je viens de faire ici, c'est faisable. On peut faire ça. Affecter une variable entière avec ces résultats-là. Ok. Deuxième question. Ça, c'est
quelle valeur va nous retourner cette expression-là? 0, Logan. Ok. Très bien, Paul. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est faux. Du coup, il va retourner 0. Est-ce que x c'est différent à 0? Oui. Donc ça va nous retourner un non. Si on fait la négation des 3, voyez-vous que ça c'est 3 en fait? Ça sera un 0, effectivement. Parce que 3, si vous vous rappelez, je vous ai dit que normalement, les résultats d'une opération, par exemple l'intérieur, c'est vrai, il va retourner un non. Mais si on va passer en tant que valeur booléen un 3. Donc si comme il n'est pas 0, on va les prendre comme vrai en fait. Donc pas vrai, c'est faux. Si quelque chose n'est pas vrai, il est faux. Du coup, cette expression, ça va être un 0. Ici, on a x, e, x moins 1. Ok, pour Logan, c'est un an. Qui est d'accord? Ou qui est contre? J'aimerais bien que... C'est pas, je vois Tom Dara, il n'était pas au début quand j'ai fait l'appel. Tom, est-ce que vous êtes là? Ok, Jules, il est d'accord que c'est 1. Clément, ils disent que c'est 1. Vrai est vrai, oui. Jules, il vient de les résumer très bien. Donc, x, on a dit que c'est 3. Donc, ça vaut 3. 3 moins 2, 3 moins 1, ça vaut 2. Donc, c'est-à-dire, c'est vrai, vrai, et vrai, c'est 1. Donc, c'est correct. Cette expression-là, x égale à 2, il faut voir qu'ici, ce n'est pas l'opérateur égal, c'est l'affectation. Donc, on va affecter en tant que résultat de l'opération la x par 2. C'est vrai. C'est vrai. Et ça va retourner, effectivement, Clément. Ça va nous retourner 2, en fait. Pas 1 cette fois, ça va retourner 2, mais 2 vrai. Donc, si on fait if x égale à 2, donc c'est pour ça que c'est important de regarder surtout en C, qu'on ne se trompe pas et on mette bien l'affectation, bien égal, parce que ça peut faire la différence. Oui, Comment une affectation, ça peut être faux du coup? en affectation peut être faux si on met x égale à 0 par exemple. Ah d'accord. Comme ça. Oui. Mais par exemple ici, imaginez-vous dans cet exercice qu'on s'est trompé, d'accord? Et on voulait mettre égal, donc pour voir si 3 est égal à 2, ce qui sera faux. Donc on fait ça et on change complètement la logique du programme. Simplement ça, il faut faire attention, c'est un genre d'erreur qu'on commet tous parfois. Donc. Et ça fait une erreur ou ça renvoie faux si jamais on met un Non, flottant dans un entier? Si on avait mis 2,1 par exemple. Des virgules. Oui, ça, lors de la compilation, ça va vous pousser. Ouais, donc c'est une erreur. Ouais, va produire un. Au contraire, il n'y a pas de problème, voyez-vous. Donc, si on a un variable de type flottante et on met un entier, les transtypages, ça va être fait implicitement. Oui, ça sera 2,000. Ouais, Enfin, 2,000. exactement. Il ne va pas avoir des problèmes. Au contraire, oui, ça pose des soucis, mais en temps de compilation, ça va vous montrer. Et si vous voulez vraiment les faire, il faut les caster, donc mettre un float avant. Donc, oui, un entier, pardon. Et bon, puis cette opération, x égale à 2, ça nous donne, à votre avis, Logan dit que 1. Faux et vrai, Jules. Et Nicolas, il dit que 0.
Clément, 0. Benjamin et Steve, 0, 0. Ok. Donc effectivement, c'est 0. Pourquoi? Parce que la première opération, on commence toujours dans des opérations logiques dans la gauche. Donc on fait d'abord toujours les premiers termes, deuxième terme, troisième terme. Donc ça va toujours dans cet ordre-là. Donc la première opération qu'on va faire, c'est d'évaluer x égale à 2. Ça va être faux, donc un 0. Du coup, on va affecter x avec un 0. Donc x, elle devient 0. Et c'est-à-dire, cette partie de l'expression, c'est faux, comme Jules, il a mis en Discord. Et on a affecté, je vous rappelle, on a affecté x avec un 0 maintenant. Du coup, est-ce que 0, c'est inférieur à 4? Oui. Donc ça sera vrai et ça sera faux. Mais faux et vrai, c'est faux. Donc du coup, ça va être un 0. Cette expression-là. Ok. Comme il nous reste qu'une petite quart d'heure, je vais passer très vite. Donc cette expression x-2 supérieur à 2, c'est faux, mais on fait la négation des faux. Du coup, on obtient vrai. Et la dernière, si on fait... oui. Ici, on va faire l'affectation des x avec -2. Donc ça sera vrai. Mais si on fait la négation des vrais, ça sera faux. D'accord? Donc on a feu dans cette part et on a la x affectée avec -2. Puis -2, -5, ça va faire -7. Et c'est faux aussi parce que ce n'est pas supérieur à 6. Donc en gros, ça sera faux et faux. Et du coup, faux ou faux, ça nous donne faux dans cette expression. Puis il y a des expressions diverses. Ici, j'ai fait un petit mélange entre des expressions arithmétiques et des expressions logiques. Donc, bon, ça, je pense qu'il ne vaut pas la peine parce que si vous avez bien compris... Monsieur, Oui, la toute dernière qu'on a fait, oui, ouais, c'est... vous avez repris pour la deuxième opération qu'on fait, vous avez pris -2 ou vous avez pris 3 pour, -2. J'ai pris parce moins... qu'on prend... Ah, parce qu'ici, oui, pardon, on met qu'il est égal à... Oui. D'accord. Et toujours dans cette expression logique, on commence par tester la première condition. C'est comme ça que même en Java, en C, Python, ils sont évalués d'abord la première partie de l'expression, ensuite la deuxième, troisième, etc. Donc ça va dans cet ordre-là. Je savais pas que c'était possible de modifier une variable dans une condition. Ce n'est pas, voyez-vous, ici on joue un petit peu aux limites. Donc ce n'est pas très élégant, ce n'est pas recommandé, pas du tout. Donc je les mets plutôt en tant qu'exercice, on les fait plutôt en tant qu'exercice, mais normalement ce n'est pas même clair pour maintenir les codes. Donc ce n'est pas recommandé, pas du tout de mettre en affectation. Donc c'est mieux de faire les opérations que vous devez faire juste avant. Et puis si vous avez une condition, mettre en égal ou la condition que vous voulez. Mais ce n'est pas du tout recommandé. Parce que sinon, les codes ils deviennent très rapidement illisibles. Et ouais, c'est pour ça. Ce n'est pas trop... Ok, donc je vais mettre aussi les diaporamas dans les cours. Et vous pouvez voir qu'il y a... Je vous propose ici quelques exercices, des exercices divers. Mais j'aimerais bien faire les points avant de finir les cours par rapport aux expressions en C. Alors, les pointeurs en C, c'est les TD. Donc, en gros, démarrer les TD3 qu'on va finir après les vacances, d'accord? Mais comme ça, on peut commencer après un TD. Donc, c'est bien ça. Ok. Donc, les TD3 qu'on va finir la semaine prochaine. Donc ici, il nous reste 10 petites minutes pour faire une introduction. Il va être sur les pointeurs en C. On verra aussi quelque chose, bon, les liens entre tableaux monodimensionnels et pointeurs, fonctions et pointeurs, etc., etc. On va voir plusieurs choses, mais ce qui est le plus important, c'est de commencer à comprendre les pointeurs en C
et pourquoi ils sont importants et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, dans cette petite introduction de 10 minutes, je vais comprendre à peu près qu'est-ce que c'est un pointeur, d'accord? Un pointeur, si je vous dis qu'est-ce que c'est un entier? Bon, variable entière, en fait. Variable entière, c'est une variable qui contient une valeur entière, n'est-ce pas? Donc, si je vous dis par ici en Discord int var égale à 5, par exemple, tout le monde a clair que c'est une variable entière qui contient 5. Donc, var, il vaut 5, des types entiers. OK. Qu'est-ce que c'est un pointeur? Un pointeur, c'est aussi une variable qui va stocker, au lieu d'une valeur entière ou pas entière, etc., les contenus, ça va être une adresse mémoire. Donc, c'est simplement ça. C'est une variable qui va stocker une adresse mémoire. Et on va jouer avec des nouveaux symboles pour gérer un pointeur. Les et commerciales, l'étoile. Les et commerciales, on va les lire comme adresse D, et l'étoile, on va les lire comme ce qui est pointé par. Pour l'instant, je suis conscient que ça ne vous parle pas encore trop, mais cette slide, particulièrement cette slide, si vous pouvez la garder en mémoire, donc même je vais faire un capture d'écran et la poster parce que ça me semble technique, screenshot, ok, je vais la copier par Discord parce que même si ça ne vous parle pas pour l'instant trop, je pense que ça peut vous aider après beaucoup à mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait avec comment lire et comment traduire un pointeur. Donc en gros, une variable, c'est une variable qui va stocker une adresse mémoire. Toujours quand on trouve un et commercial, on va le lire comme adresse T et une étoile comme ce qui est pointé par. Ok, on va voir un petit peu. On va voir un petit exemple. Donc imaginons qu'on a un petit code comme int var égale à 5. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau, donc cette partie-là en gris, c'est les codes qu'on va écrire. Au niveau des mémoires, ça s'est traduit par, on va avoir une casse de mémoire avec les contenus 5, on est d'accord? Donc la variable est var, on va affecter une casse de mémoire, que c'est 5. Et en fait, cette variable de type entière, il va avoir une adresse de mémoire quelconque, d'accord? C'est en temps d'exécution normalement qu'on va avoir une variable assignée par les systèmes d'exploitation pour réserver cet espace de mémoire. Et ça, c'est une adresse de mémoire, de la mémoire vive, en fait. Donc, l'adresse de, je vous rappelle, et commercial, on va le lire comme adresse 2. Donc, l'adresse de var, de la variable var, ça sera cette adresse de mémoire. Et les contenus, ça sera 5. Est-ce que ça vous pose jusqu'ici? Donc, cette traduction entre ce qu'on a côté code et côté mémoire, ça vous pose des problèmes? Je pense que non, n'est-ce pas? Non. Ok. Donc, imaginons qu'on ajoute encore une autre variable. Ça, c'est la variable aux on va affecter par 3. Donc, c'est pareil. On va avoir une autre casse de mémoire avec une adresse. Donc, l'adresse des aux auxiliaires, ça va être celle-là. Et les contenus, ça va être 3 cette fois. Ok, pourquoi pas? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la déclaration d'un pointeur. Et un pointeur, pour les déclarer, c'est simplement comme on le fait de la même façon qu'on déclare une variable, sauf qu'on va mettre une étoile avant. Donc, si on veut déclarer un pointeur qu'on appelle la variable P, au lieu de mettre int P, on va mettre int étoile P. D'accord? Et les contenus, pour commencer, on va les déclarer nuls, c'est-à-dire on l'initialise en tant que, entre guillemets, vide. Il n'a rien, il ne contient rien au début. D'accord? Donc, cette variable P, il a elle-même une adresse de mémoire, il y a un contenu, sauf que le contenu pour l'instant c'est nul. C'est ici, bon, ici vous pouvez voir que dans var on contient un entier, ici en aux on contient un entier, et c'est ici qu'on va contenir une adresse de mémoire. Comment est-ce qu'on peut affecter cette variable? Par exemple, avec cette instruction-là. Donc, si on fait P, donc les contenus de la variable P, égale à l'adresse de, je vous rappelle, ça c'est comme l'adresse des var, ce qu'on va faire en fait, c'est l'adresse des var.
ce qu'on va faire, c'est décopier cette adresse dans les contenus de P. D'accord? Donc, cette instruction-là, on affecte P avec l'adresse d'une variable quelconque. L'adresse des var dans ces cas. Et puis, je vous propose, pourquoi pas, de faire cette opération-là. aux égale à étoile P. Ça, c'est les petites slides qu'on a vues avant. On a dit qu'on va lire adresse la et commerciale comme adresse 2 et l'étoile comme ce qui est pointé par. Donc, si on fait juste après l'instruction aux égale à étoile P, ce qu'on va faire, c'est affecter aux par ce qui est pointé par P. Et qu'est-ce que ça signifie? Alors, P, c'est ça. Mais cette valeur-là, cette adresse de mémoire, c'est celle-là. Ce qui est pointé par P, c'est ce qui est pointé par P, c'est traduit par 5 en fait. D'accord? Et du coup, on va affecter aux avec 5. Étoile P, maintenant, il vaut 5. Et on va affecter aux avec 5. Je vous répète un petit peu. On peut revenir en arrière et les voir plus doucement encore une fois. Et après, j'ai fini. Donc, ici, pas de problème, n'est-ce pas? Donc, on a une variable var qui vaut 5, une variable aux qui vaut 3. Et ici, on initialise un variable de type pointeur. Ça, c'est dit. Bon, ici, l'étoile, ça change un petit peu la façon de lecture. Lors de la déclaration des variables, on va les lire comme pointeur à entier. Donc, cette variable, elle va pointer vers un entier. Et les contenus, ça sera, comme vous pouvez lire ici, c'est une variable qui va stocker une adresse de mémoire. Donc, ici, on va stocker une adresse de mémoire. Donc, dans la première instruction qu'on ajoute, ce qu'on va faire, c'est d'affecter P. Donc, cet contenu-là, on va l'affecter avec l'adresse des var. Ce n'est pas var, d'accord? C'est l'adresse des var. Donc, après l'exécution, ce qu'on va faire, c'est de copier l'adresse. Soit qu'il soit l'adresse, on va la copier sur P. Donc, les contenus de P, ça va être cette valeur-là. Et puis, oui, Jules, il est en train de taper, peut-être qu'il y a des questions. Sinon, je continue tant que... Et puis, ce qu'on va faire, aux, auxiliaire, donc cet contenu-là, que maintenant il vaut 3. Par contre, la et de l'opérateur binaire et celui de l'adresse, c'est pas la même. Par contre, la et de l'opérateur binaire... Oui, oui, la et de l'opérateur binaire, vous savez raison, Jules, il faut distinguer en fait entre eux. Donc, si par exemple, je vais mettre 3E5, ça va être une opération logique entre 3 et 5. Par contre, si je fais et des var, ça fait référence à l'adresse mémoire. Il faut distinguer les contextes entre les deux. Donc, ça change, par exemple, si je fais 3 et commercial var. Donc, cette dernière opération que je viens de mettre, ça fait référence à l'opérateur binaire. Ça va dépendre de la syntaxe, en fait. Donc, si la syntaxe, il y a un chiffre avant, ça va les prendre comme opérateur binaire. S'il n'y a pas de chiffres avant, ça va les prendre comme valeur de la variable. En gros, on va toujours trouver isolé pour faire référence à adresse D. On va toujours trouver isolé quelque chose comme ça. Si on a plusieurs options, plusieurs opérateurs, on va les prendre comme opérateur binaire. Et bon, oui, je dois finir. Bon, simplement ça. On avait dit que dans cette instruction, on va copier l'adresse de ça dans un peu. Donc P, les pointeurs, il va contenir cette adresse de mémoire. Et après, dans cette opération, la valeur aux, donc cette valeur-là, cette variable-là, il va être affecté pour ce qui est pointé par P. Ça, c'est P.
Et ce qui est pointé par P, c'est ce qui est pointé par cette adresse de mémoire. Qu'est-ce que c'est pointé par cette adresse de mémoire? C'est 5. Du coup, on va modifier AUX, C3, on va les modifier avec C5. Donc, ça, si on l'exécute, on va modifier cette valeur-là. On verra plus tard la semaine prochaine, d'ici à 2 semaines, des exercices comme celle-là. On va les faire étape par étape et voir comment ça marche, d'accord? Et puis, on aura l'examen jusqu'au CTD, donc jusqu'à le TD3. Ça, c'est tout de ma part. Je vous souhaite une très bonne semaine et des très bonnes vacances. On se voit à la partie H2. On se voit les mercredis.